Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Il est avec nous depuis Fasano en Italie, depuis le G7. Merci beaucoup. Merci à vous. Le G7 annonce un accord sur l'utilisation de 260 milliards de dollars d'avoirs russes gelés, la plupart sont en Europe occidentale, et ce sera utilisé comme une garantie pour un prêt en faveur de l'Ukraine. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que vous espériez pouvoir utiliser plus de ces avoirs gelés ? C'est un grand pas dans la bonne direction. Mais nous devons encore parcourir le dernier kilomètre qui devrait nous mener à la saisie de tous les avoirs russes actuellement gelés dans les juridictions occidentales. Les arguments juridiques à l'appui de cette affaire existent. Nous nous félicitons de la décision attendue du G7, mais ce n'est certainement pas la dernière. Nous devons aller plus loin jusqu'à ce que la question soit réglée et que la Russie paie avec ses avoirs gelés pour les dommages qu'elle a infligés à l'Ukraine, pour toute la destruction qu'elle a apportée à notre pays. Il est tout à fait logique de faire payer la Russie avec son propre argent. Une autre annonce, celle de la signature d'un accord de sécurité bilatérale entre l'Ukraine et les États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un moment historique ou est-ce que c'est aussi une garantie après les difficultés au Congrès américain pour faire passer l'aide à l'Ukraine ? Il s'agit d'un événement marquant. C'est le premier accord de ce type que l'Ukraine et les États-Unis signent depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Il est d'autant plus important qu'il ne s'agit pas d'un accord isolé. Nous signons des accords similaires avec tous les pays du G7 et au-delà de ce groupe. Nous créons donc une nouvelle architecture de sécurité autour de l'Ukraine qui rend l'assistance fournie à l'Ukraine plus durable et plus robuste. Autre nouvelle, cette fois du côté de l'OTAN, la Hongrie qui s'opposait à ce que l'OTAN fournisse de l'aide militaire à l'Ukraine a désormais levé son veto. Est-ce que ça va changer pour vous la nature de votre relation avec l'OTAN ? Il est important de souligner que lorsque les alliés de l'OTAN parviennent à un consensus sur une question fondamentale liée à la sécurité euro-atlantique, c'est une bonne nouvelle en soi, qu'elle soit liée ou non à l'Ukraine. Mais étant donné que les plus grandes menaces pour la sécurité euro-atlantique viennent de la Russie qui a attaqué l'Ukraine, nous nous réjouissons bien sûr de toute décision qui nous aide à aller de l'avant et à renforcer le soutien de l'OTAN avant tout. Il appartient aux alliés de parvenir à un consensus et quel que soit le format de cette décision, tant qu'il y a consensus, nous l'accueillons favorablement. Il y a un sommet de l'OTAN qui va se tenir à Washington au mois de juillet. Joe Biden a déclaré à Time Magazine récemment, en parlant de la paix en Ukraine, que cela ne signifie pas que l'Ukraine fera partie de l'OTAN. Est-ce que pour vous, ça veut dire que les États-Unis, d'autres alliés, sont plus réticents à ce que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN? Est-ce que c'est un pas dans la mauvaise direction? Je pense que cette citation est galvaudée. Tout le monde se concentre sur ces phrases tirées d'une interview, tout en ignorant le fait que les États-Unis sont encore aujourd'hui le pays qui offre le plus de soutien militaire à l'Ukraine, ainsi que d'autres types de soutien. L'avenir de l'Ukraine au sein de l'OTAN est clairement fixé dans tous les documents fondamentaux de l'Alliance, y compris dans la déclaration du dernier sommet de Vilnius. Il y est clairement indiqué que l'Ukraine sera membre de l'OTAN et que l'invitation à devenir membre lui sera adressée. Je ne pense donc pas que les propos du président Biden remettent en cause cette position bien établie. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est qu'une question de temps et de tactique. Il faut voir comment y parvenir, mais je ne vois rien qui puisse menacer ce résultat.
Je veux maintenant parler de la situation de l'aide militaire. Les missiles balistiques russes créent d'énormes dommages, notamment sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Et vous, notamment, avez demandé depuis longtemps des batteries de missiles Patriot aux États-Unis. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils vont envoyer un deuxième système de Patriot à l'Ukraine. Le président Zelensky dit que vous en avez besoin de 25. Est-ce qu'on y arrive ou est-ce que ça prend beaucoup trop de temps? Il y a quelques mois, le président Zelensky a clairement fixé le seuil d'extrême urgence, à savoir 7 systèmes patriotes ou systèmes similaires afin de répondre aux besoins les plus urgents de l'Ukraine. Les annonces publiques déjà faites par l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie montrent que nous approchons de ce seuil et je ne doute pas que nous l'atteindrons. Nous avons donc besoin de 7 batteries pour les besoins urgents, mais au total, pour couvrir notre pays et le sauver d'une énorme destruction par les missiles russes, nous avons besoin de 25 batteries. Donc une fois que nous aurons 7 batteries... Combien en avez-vous actuellement? Je ne veux pas rendre la tâche plus facile pour notre ennemi en divulguant tous les chiffres. Mais tout le monde devrait être conscient d'un fait simple. Quel que soit le prix du système de défense aérienne ou des missiles, les dommages causés par les missiles balistiques russes à l'infrastructure énergétique et civile de l'Ukraine sont bien plus coûteux. Ainsi, le meilleur moyen et le moyen le moins coûteux d'aider l'Ukraine à se remettre de ses dommages est donc de lui fournir des systèmes de défense aérienne. Le 15-16 juin, la Suisse accueille le premier sommet global de la paix à la demande de l'Ukraine. Joe Biden n'y sera pas. Il n'y aura pas non plus les leaders de l'Inde, du Brésil, de l'Arabie Saoudite et de la Chine. Est-ce que vous pensez que malgré tout, ce sera un succès malgré l'absence de ces leaders si importants? Je pense que ce qui importe avant tout, c'est le nombre de pays et la représentation géographique de ces pays qui participeront à la conférence. Certains dirigeants ne seront pas présents en raison de conflits de calendrier irréconciliables, mais nous ne doutons pas que le président Biden est disposé à participer au sommet, mais il mène une campagne présidentielle et il doit donc être aux États-Unis. D'après ce que nous savons, il va envoyer la vice-présidente. La vice-présidente sera présente, ce qui constitue un message de soutien très fort. D'autres dirigeants ne viendront pas, mais enverront leurs représentants de haut niveau. Ainsi, nous devrions compter les pays qui participeront et ceux qui ne participeront pas au sommet. Ce sera la ligne qui nous permettra ou qui nous aidera à voir la carte du monde et la carte de l'Ukraine sous un autre angle. Mais je suis convaincu que le sommet sera un succès. Nous n'avons qu'à attendre encore quelques jours pour le voir. La Russie n'a pas été invitée à ce sommet, donc comment on fait la paix sans son ennemi? Vous savez, tous ceux qui affirment qu'il faut inviter la Russie à la table des négociations aujourd'hui ignorent 2 faits. Premièrement, la Russie ne veut pas être à la table des négociations. Tout ce que fait la Russie prouve qu'elle a choisi la guerre plutôt que la paix. Deuxièmement, pendant de nombreuses années, nous avons essayé de négocier avec la Russie. Nous avons appris une leçon très importante. Inviter la Russie à la table des négociations et la faire négocier de bonne foi, ce sont 2 choses bien différentes. C'est pourquoi la Russie n'est pas présente au premier sommet, car si elle l'était, elle ferait obstruction au sommet. Elle en atténuerait les messages. Mais surtout, n'oubliez pas qu'ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils ne participeraient pas.
Une fois que la coalition autour des principes de la Charte des Nations Unies et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine sera constituée, nous trouverons les moyens appropriés de tendre la main à la Russie et l'amener à la négocier de bonne foi. Telle est la stratégie. Et je prie tous ceux qui la remettent en question de se pencher sur la pratique des négociations avec la Russie plutôt que sur une théorie de la négociation. Le président français Emmanuel Macron est devenu beaucoup plus virulent contre la Russie. Il parle d'une coalition d'instructeurs à envoyer en Ukraine, il envoie des avions Mirage et il parle même d'envoyer des troupes au sol. Comment est-ce que vous expliquez ce changement ? Le président Macron a une vision ambitieuse. Il comprend que la Russie représente une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Les idées qu'il propose ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Il faut donc du temps pour organiser des discussions entre les partenaires et les alliés, mais il est important qu'il maintienne sa position, qu'il aille de l'avant. Nous ne voulons pas préjuger de l'issue de ces discussions, mais nous nous réjouissons que ces questions soient en principe inscrites à l'ordre du jour. Dernière question, vous avez sans doute suivi les élections européennes et à la fois en Allemagne et en France, des partis pro-russes ont gagné beaucoup de voix, le Rassemblement national en France, l'AfD en Allemagne, et le Rassemblement national est désormais le favori aux élections anticipées qui ont été convoquées ici en France. Est-ce que vous êtes inquiet que cela signifie moins de soutien à l'Ukraine ? Écoutez, nous n'avons pas peur. Nous sommes un pays en guerre contre un ennemi extrêmement puissant. Alors croyez-moi, nous n'avons peur de rien. Nous saurons gérer toutes les réalités auxquelles nous serons confrontés. Je pense que la situation actuelle en Europe est avant tout une question qui concerne les Européens eux-mêmes, parce qu'ils doivent faire un choix quant à l'avenir de l'Europe, sur ce à quoi l'Europe ressemblera. Mais nous ferons partie de l'Europe, nous nous en préoccupons donc, mais nous ne nous inquiétons pas pour autant, nous n'avons pas peur car nous ne connaissons pas la peur. Même question à propos d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Même réponse. Dmytro Kuleba, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis le sommet du G7 en Italie et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.